Le gibier, communément appelé viande de brousse, de nouveau dans les assiettes. Pour rappel, sa consommation avait été interdite dans le cadre de la prévention contre l'épidémie d'Ebola. À Daoukro, dans la région de Lifou, les restauratrices ont retrouvé leurs clients. Polémique autour de la pièce de monnaie de 250 francs CFA dans les transactions commerciales. Certains commerçants et clients la refusent toujours. Y a-t-il problème au niveau de sa validité? On en parle ce soir. Pour l'éphéméride, il sera question de la signature de l'accord du Caire sur le conflit en Jordanie. C'était un 27 septembre 1970. Un accord en 14 points signé notamment par le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On commence par ce sujet qui touche à nos papilles. Le gibier, communément appelé viande de brousse, de nouveau dans les assiettes. Pour rappel, sa consommation avait été interdite dans le cadre de la prévention contre l'épidémie d'Ebola. À Daoukro, dans la région de Lifou, les restauratrices ont retrouvé leurs clients qui, à leur tour, ont retrouvé un certain appétit. Herman Guivet. Au coin d'une des nombreuses rues que compte la ville de Daoukro, un restaurant. Celui de Dame Kwasi Aou Georgina, sa spécialité, la viande de brousse. De la viande qui avait officiellement disparu des assiettes des convives pour prévenir tout risque d'Ebola et qui aujourd'hui signe son retour dans les couverts pour le plus grand bonheur des consommateurs. Planches de bois et feuilles de tôle accablées par la corrosion. Un lecteur DVD voilé par la poussière, distille de la musique. C'en est tout de la décoration. Les clients ne s'y rendent pas pour écouter de la musique, ils y vont pour déguster cette viande de brousse qui leur a tant manqué. À 20h15, on a annoncé qu'on n'a qu'à manger. On est bien content de nous-mêmes parce qu'on se propose que chaque jour que Dieu fait, il faut qu'on ait de la viande de brousse. Parce qu'avec le poisson, oui, c'est la vitamine. Mais nous, avec la viande, on estime que ça sera trop bien pour nous. Sur un foyer de fortune, la viande cuit à petit feu. Elle est découpée avec méthode avant de finir dans l'assiette des consommateurs. Si les clients se bousculent pour le plaisir de leur palais, la viande de brousse, elle, manquerait sur le marché. Dans ces 2 jours, on ne gagne pas ça trop. À cause de la lune, les chasseurs ne peuvent pas bien chasser. À cause de ça. Quand les clients viennent, s'ils n'ont pas eu viande de brousse, ils ne mangent pas. Les clients de Dame Aou Georgina et Dame Kwaku Amenan saluent avec plaisir cette levée d'interdiction de consommation de la viande de brousse. Pour ces consommateurs, la viande de brousse est un véritable régal qui n'a pas d'égal. Une viande qu'ils comptent bien consommer à profusion. Et pour payer la note après le repas, si vous remettez une pièce de 250 francs CFA, pas sûr que la tenancière de maquis l'accepte. La pièce de 250 francs CFA est refusée par certains commerçants et parfois par les clients. Mais que se passe-t-il avec cette pièce de monnaie? Aurait-elle perdu de sa validité? Que dit la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO? Nos reporters Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame ont mené leur petite enquête. Nous, on ne prend pas. Parce que quand on prend là, ça reste avec les gens. Une commerçante qui refuse de prendre une pièce de 250 francs CFA de sa cliente. La scène se déroule au petit marché de Cocody. Ici, comme dans bien d'autres marchés d'Abidjan, la pièce de 250 a du mal à circuler. On refuse parce que quand tu fais la monnaie, les gens ne veulent pas prendre. Avant, au moins, c'était lisse. Quand c'est lisse, les gens refusent. Mais maintenant, c'est lisse ou c'est pas lisse, ils ne prennent pas. Donc quand c'est comme ça, nous aussi, ça ne nous arrange pas. Les pièces de 250, c'est un peu compliqué. Quand tu prends ça dans ta main, tes voisins ne veulent pas prendre. Non, moi, je ne refuse pas. Tout, c'est l'argent. Moi, je prends la pièce de 250. Aujourd'hui, ils m'ont donné 2, il y a des à étudier, il y a des à bouffer. Autre secteur où la pièce de 250 a également du mal à trouver preneur, c'est celui du transport. Si un client nous donne 2 pièces d'identifiante, une pièce d'identifiante, les autres clients refusent de prendre. Ah, ils disent que ça, là, même au marché, on refuse. Les chauffeurs refusent souvent de reprendre les pièces de 250. On ne sait pas pourquoi. Souvent ils disent que c'est lisse. Souvent ils trouvent que pour écouler les pièces de 250, ça sera un peu difficile pour eux. La pièce de 250 a-t-elle encore coût légal? Sur la question, la réponse de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, principale émettrice de cette monnaie dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, est formelle. Lorsque la Banque centrale met un signe monétaire en circulation, la mise en circulation du signe monétaire
est précédée d'une communication conséquente. Lorsque la pièce doit être retirée de la circulation, il y a également une communication conséquente. En l'espèce, il n'y a eu aucune communication pour dire que la pièce sera retirée. Donc j'insiste, la pièce de 250 francs à coût légal et pouvoir libératoire. Voilà qui est clair et qui devrait briser tous les préjugés sur la pièce de 250 francs CFA. Reste maintenant à la BCEAO d'intensifier les campagnes de communication sur la validité de cette monnaie, car, soulignons-le, ce n'est pas la première fois que cette pièce de monnaie fait l'objet d'une telle polémique en Côte d'Ivoire. Ce 27 septembre marque la journée mondiale du tourisme. Le thème retenu cette année est le tourisme et le rapprochement des cultures. Ce soir, nous effectuons une randonnée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour découvrir les potentialités touristiques de cette région. Son massif montagneux très impressionnant, la Dent de Mans, les cascades, les ponts de liane, etc. Ève Boué est notre correspondante à Mans. C'est elle, notre guide. Voilà notre objectif qui se dresse fièrement devant nous. La Dent de Mans, un ensemble de roches jumelles dont le plus haut sommet culmine à 881 mètres. C'est le symbole de la ville de Mans. C'est à Glongloin, le village qui héberge cette montagne, que commence notre randonnée. Nous sommes avec Célestin, notre guide touristique. L'ascension proprement dite débute vers 9 h. Le chemin n'est pas balisé et le relief très accidenté. Dans un premier temps, une colline a franchi et à 10 h passé le quart, nous arrivons au pied de la Dent de Mans. Il faut reprendre quelques forces avant de continuer. D'autres randonneurs se joignent à nous. Je suis quitté à Abidjan. J'ai trop entendu parler de la Dent de Mans. La montée, c'est pas facile, mais on dit que c'est l'arrivée qui compte. Et hop, nous entamons la seconde partie de notre ascension. Il est maintenant 10 h 25. Encore une autre heure et demie à grimper. Et vers midi, et oui, après l'effort vient la récompense. Nous sommes maintenant sur la grande Dent de Mans et vous voyez en contrebas la petite dent. N'est-elle pas magnifique cette vue? Et voilà la ville de Mans dans sa cuvette naturelle. Après nous être délectés de ce spectacle, nous amorçons notre descente. Et pour boucler la boucle, un détour dans un autre endroit tout aussi superbe. Les cascades naturelles de Glongloin, situées à quelques enclablures de la montagne. Hélas, très peu visitées car il faut parcourir plus de 2 km à pied à partir du village. Magnifique ces chutes d'eau, nous n'avons pu résister et nous nous sommes offert une petite baignade dans les eaux fraîches. Et c'est ici que finit notre randonnée. Mais avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à venir découvrir la région de l'Ouest montagneux, une des régions touristiques par excellence de la Côte d'Ivoire. Mans est appelée la cité des 12 montagnes à cause de nombreuses chaînes de montagnes qui l'entourent et qui lui confèrent un climat doux et frais. On y trouve d'ailleurs le mont Tompi, l'un des plus hauts sommets de la Côte d'Ivoire avec 1189 mètres. Vous pourrez admirer entre autres les cascades naturelles de Jardin Pleu, des magnifiques chutes d'eau de 20 mètres situées à 3 km de la ville. La forêt sacrée de Gbèpleu avec sa forte concentration en singes verts appelés Chlorocebus sabaeus. Les ponts de liane de Lièpleu à Danané et de Vatou à Zomouni. Après donc des années de crise qui ont fortement ébranlé certains de ces sites touristiques, la région amorce un regain d'activité et espère redevenir le fleuron touristique d'antan. Merci à notre guide Ève Boué. Un verdict historique ce 27 septembre, jour consacré à la journée mondiale du tourisme. Le verdict dans le procès sur la destruction des mausolées de Tombouctou a été rendu depuis ce matin à La Haye, aux Pays-Bas. Les juges de la Cour pénale internationale CPI ont condamné Ahmad Al-Faki Al-Mahdi à 9 ans de prison. Le djihadiste malien est accusé d'avoir détruit en 2012 9 mausolées et la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya, mausolée classée au patrimoine mondial de l'humanité. Au Gabon, 4 jours après la validation des résultats de la présidentielle, Ali Bongo Ondimba a prêté serment pour un nouveau mandat de 7 ans. Pour rappel, selon la Cour constitutionnelle, Ali Bongo Ondimba remporte l'élection présidentielle avec un score de 50,66%. Son opposant Jean Ping a obtenu, quant à lui, 47,24% de voix. La Côte d'Ivoire présente à Libreville pour l'investiture avec une délégation conduite par le médiateur de la République, accompagné du directeur de cabinet de la présidence de la République.
Présidentielle du 8 novembre prochain aux États-Unis, c'était le combat de l'année pour la course à la Maison-Blanche, le premier face-à-face Hillary-Trump. Échange musclé entre les deux candidats, morceau choisi. Il a commencé dans les affaires avec 14 millions de dollars grâce à son père. Moi, le mien était un petit entrepreneur. Un débat tendu marqué par de vives passes d'armes comme ici lorsque Donald Trump doit se justifier sur sa déclaration d'impôt. Contrairement aux autres candidats à la présidentielle, il ne l'avait pas publié. Je donnerai ces documents quand Hillary Clinton publiera ses 33 000 mails qu'elle a effacés. Mais Hillary Clinton ne se laisse pas déstabiliser. Elle veut montrer qu'elle est prête à devenir la première femme présidente des États-Unis. Bien, je crois que Donald vient de me critiquer, puisque tout simplement je me suis préparée pour ce débat. Effectivement, je me suis préparée. Vous savez ce que j'ai préparé d'autre? Je me suis préparée à être présidente et je crois que c'est une bonne chose. Autre point d'accrochage, la menace terroriste. Donald Trump accuse Hillary Clinton d'avoir provoqué le chaos au Moyen-Orient. Vous étiez là, vous étiez secrétaire d'État lorsque ce groupe était à ses balbutiements. Maintenant, il est présent dans 30 pays. Vous allez les vaincre? Je ne crois pas. Un face-à-face tendu qui a fait la part belle aux petites phrases. Les vrais dossiers devraient être abordés lors du deuxième débat, le 9 octobre prochain. Pour l'éphéméride ce soir, il sera question de la signature de l'accord du Caire sur le conflit en Jordanie. C'était un 27 septembre 1970. Un accord en 14 points signé notamment par le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. L'accord du 27 septembre 1970 mettra fin à une guerre civile qui déchirait la Jordanie. 1967, la victoire israélienne durant la guerre de 6 jours entraîne le déplacement de milliers de réfugiés palestiniens en territoire jordanien. Pourquoi ce territoire ? Pour la simple raison que l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, considère la Jordanie comme sa base arrière principale pour mener la lutte armée contre Israël, une stratégie préjudiciable pour le régime jordanien qui subit les représailles israéliennes. La résistance s'organise donc, l'affrontement est inévitable. Le régime du roi Hussein de Jordanie instaure un gouvernement militaire provisoire, ce qui radicalise le conflit. On parlera même de septembre noir. L'aviation syrienne menace d'intervenir pour soutenir l'OLP, mais la pression d'Israël, protectrice du trône de Jordanie, freine les ardeurs. Les combats qui se terminent le 27 septembre font des milliers de victimes. Les Palestiniens sont écrasés. Et le 27 septembre 1970, un accord en 14 points est signé au Caire par le roi Hussein de Jordanie, Yasser Arafat de l'OLP et d'autres dirigeants arabes. Un autre accord sera signé à Amman le 13 octobre, mais l'armée jordanienne va poursuivre son opération et éliminer totalement la résistance palestinienne. Le 27 septembre 1970 est signé l'accord du Caire sur le conflit en Jordanie. C'était votre éphéméride. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.